Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu ce soir, on va refaire l'actualité, du moins les temps forts de ce qui a été traité comme sujet cette semaine dans le cadre des journaux d'information de STV. On va revenir sur la question des droits de l'homme avec la Commission nationale qui s'est exprimée du côté de Yaoundé. Il y a eu des tirs à Bamenda cette semaine également avec le décès d'un élément du bataillon d'intervention rapide, décès qui malheureusement a suscité des affrontements entre les forces de défense nationale et les séparatistes armés. C'est dans ce sillage que les femmes du nord-ouest et du sud-ouest ont tenu à manifester pour dire leur courroux et demander une fois de plus le dépôt des armes. On y revient. C'est tout comme le décret du président de la République, s'agissant évidemment de l'aménagement autour de cette question de la décentralisation, a suscité d'autres réactions, mais également la sortie de Maurice Kamto. On va faire le point avec le professeur Elvis Ngolengole qui va en parler. On va terminer cette émission en revenant évidemment sur les revendications du peuple de Bonasama, dont on a pu voir les marches cette semaine ici à Douala. Et on dira un mot sur le point des inscriptions sur les listes électorales. Ce sera bien sûr avec notre invitée, Maximilienne Gombe. Elle est la présidente exécutive du REDAC, le réseau de défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. On fera évidemment donc le point sur la question des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder ce dimanche. C'est moi. Maximilienne, le réseau, le REDAC, comment vous allez? Comment ça se passe? Comment ça se structure en ce moment? Ça va, on est sorti un peu tout doucement du confinement. Depuis mars, on est rentré dans le confinement et petit à petit, on y sort. C'est vrai que timidement, mais sûrement. Vous êtes déployé sur le terrain pour observer ce qui se passe sur les questions des droits de l'homme. Nous avons tenu le 21 août un dialogue intercommunautaire à Buea. Donc un dialogue communautaire avec toutes les communautés de 10 régions du Cameroun, des chefs traditionnels, et c'est l'occasion aussi de saluer tous les chefs traditionnels qui nous ont accompagnés, le chef Bawok, le chef Bengan, et puis d'autres chefs traditionnels. Le 10 août. Le 21 août. D'accord. Ouais. Donc c'était dans notre plan d'action pour, n'est-ce pas, les propositions concrètes que nous avons, n'est-ce pas, mises en place pour la résolution de conflits au nord-ouest, sud-ouest, qui est que nous pensons que c'est en tenant des dialogues communautaires, et là c'était le 4e dialogue, que par la base, nous allons, n'est-ce pas, imposer ce que nous avons, ou alors faire pression pour que ceux qui décident, n'est-ce pas, puissent entendre raison de mettre en place ou alors de convoquer la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Nous pensons que c'est le seul moyen aujourd'hui pour sortir le Cameroun de l'impasse dans laquelle il se trouve. C'est quoi le concept de cette commission? Le concept de cette commission, c'est simplement de se mettre ensemble. On peut appeler ça dialogue inclusif, vérité, justice et réconciliation. Mais nous, on est allé regarder dans des pays qui ont été en conflit, des pays qui ont eu des guerres civiles et autres. Et nous avons une petite expertise avec la RCA, où, n'est-ce pas, nous nous sommes déployés au niveau de Khartoum pour le cessez-le-feu entre les rebelles anti-Balaka et Seleka et le gouvernement. Et nous pensons que il faut absolument qu'on sache pourquoi nous sommes arrivés à ce stade-là, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les responsabilités et comment on peut se réconcilier entre nous et pour avancer. Et il faut absolument qu'il y ait une réconciliation nationale. On pense que ça passe par la vérité, ça passe par la justice, et la justice, elle peut être transitionnelle, donc un pardon, comme elle peut être aussi pénale ou civile. Et puis il y a la réconciliation. Autour de la réconciliation, il faut quand même que des gens se parlent par rapport à ce qu'ils veulent voir pour l'avenir, quelle forme d'État. On ne peut pas faire comme si ce n'est pas un débat, quelle forme d'État, comment la gouvernance, comment repartir des richesses et tout ça. Cette rencontre envisagée, vous la situez dans la continuité du grand dialogue national? Non, ce n'est pas dans la continuité, c'est notre proposition concrète qu'on avait faite à l'époque, qui n'a pas été prise en compte, qu'on a voulu implémenter
Et toutes les fois, dès qu'il y a des résolutions, des recommandations, on les transmet à qui de droit. D'ailleurs, notre full proposition du concept de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, nous l'avons déjà fait parvenir au président de la République et à certains partis politiques comme le MRC, l'UNDP, le SDF et d'autres membres de la société civile et certaines institutions internationales pour que peut-être qu'ensemble on puisse regarder de très près ce qu'on peut y prendre. D'accord, je vous suggère ce premier reportage qui parle des droits de l'homme. C'est réalisé depuis Yaoundé. L'actualité socio-politique et sécuritaire affecte les droits de l'homme au Cameroun. C'est ce que dit la commission conduite par le professeur James Mwangi Kobila, qui constate d'ailleurs la recrudescence des assassinats des civils dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'explosion de bombes de fabrication artisanale dans certaines villes du pays, y compris la résurgence des attaques terroristes Boko Haram dans l'extrême nord, ainsi que la montée du grand banditisme, caractérisé par des assassinats et des prises d'otages avec demande de rançon dans les régions de la Damawa et du Nord. Différents phénomènes qui ont entraîné la violation d'importants droits humains fondamentaux, notamment le droit à la vie, l'éducation, la santé, au procès équitable, à la liberté d'opinion, la liberté de réunion, la liberté d'aller et de venir, ainsi que la liberté d'expression. Cela dit, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés appelle les sécessionnistes qui sévissent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à mettre un terme aux souffrances qu'ils infligent aux populations qu'ils prétendent défendre, qu'ils déposent les armes et saisissent la main tendue des pouvoirs publics. Aux populations, il est recommandé une entière collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin que soit préservée l'intégrité territoriale de ces deux régions et que soit davantage assurée la sécurité des biens et des personnes. Le professeur James Mwangi Kobila et son équipe recommandent également aux populations sur l'ensemble du triangle national de ne pas perdre de vue que les relations entre la sécurité et la liberté ne sont pas nécessairement antagonistes, que la sécurité est un droit fondamental qui doit aussi être considéré comme une garantie des droits de l'homme. Parlant de la nébuleuse Boko Haram et ses violences perpétrées, les autorités sont appelées à renforcer le dispositif sécuritaire sur tout le triangle national, principalement dans les régions concernées afin de protéger davantage les populations et leurs biens. Par ailleurs, s'agissant de l'affaire Ouazizi, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés dit avoir appris que les résultats de l'enquête prescrite par le chef de l'État ont déjà été transmis à ce dernier. Les membres de la commission ont, à la suite de ceci, donné mandat au commissaire Christophe Bobiokono pour assurer la coordination des enquêtes qui avaient été ouvertes par la dite commission sur cette affaire depuis sa survenance. Pour ce qui est de l'évolution du coronavirus, les membres de la CNDHL marquent un intérêt particulier sur l'impact de la pandémie sur les droits de l'homme. Le groupe de travail mis en place par la commission sur ce sujet poursuit ses activités, a-t-on appris. Travaille-t-il avec les autres structures, les instances, peut-être étatiques ou non, qui concernent les droits de l'homme au Cameroun, par exemple la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés? Quand cette commission fait un point comme ça, vous êtes associé, vous commentez, ça se passe comment? Le REDAC a beaucoup travaillé avec la Commission nationale des droits de l'homme, il faut le dire. Quand c'est paix à son âme, le feu président Chemouta, docteur Chemouta, et puis sa secrétaire générale, Etonde Mayor, que vous connaissez très bien, qui milite depuis plus de 20 ans. Donc c'est quelqu'un que nous connaissons dans la société civile avant même que je devienne au REDAC. J'étais d'abord militant des droits de l'homme, voilà, comme vous le savez. J'avoue que les difficultés que nous avons avec la commission aujourd'hui partent, n'est-ce pas, de son vice-président. Et c'est dommage parce que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés doit être du côté, n'est-ce pas, des faibles. Du côté des faibles. Quand on fait un rapport sur les droits de l'homme au Cameroun, on doit d'abord chercher à savoir quelles sont, n'est-ce pas, des questions fondamentales qui touchent les faibles. L'État a l'obligation, je dis bien l'obligation, de protéger des faibles. Et quand j'écoute le vice-président Kobila,
qui d'ailleurs avec nous, on n'est pas en honneur de sainteté parce qu'il a vocation de protéger aussi les défenseurs. Au lieu de les protéger, il les vilipende, au point où on était obligé de ce qu'on ne fait pas beaucoup, d'aller quand même jusqu'à rester en justice pour qu'il nous explique à quel moment nous avons Maître Alice Combe, qui est la PCA du REDAC, et moi-même appelé à mettre en place des activités de déstabilisation, n'est-ce pas, du pays. C'est des choses très graves. C'est malheureux. C'est pour cela que nous avons écrit aussi à l'époque au président de la République, lors d'un séminaire, qu'il faudrait faire réformer la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Il faut réformer la Commission. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés existe dans tous les pays de l'Afrique, en l'occurrence l'Afrique centrale que pour le moment je dirige. Et donc, c'est des commissions qui sont impartiales. La sécurité d'un État incombe, n'est-ce pas, à l'État. Les libertés fondamentales doivent être, n'est-ce pas, respectées et même encouragées par l'État. Donc ce n'est pas deux choses qu'on peut mettre dans le même package pour dire quoi que ça. Et dans ce reportage, je note qu'aucun mot de tous les civils qui sont morts. Aucun mot. Aucun mot. Et c'est ça qui cristallise et qui envenime même la situation. Autant personne ne peut accepter que des militaires soient tués. Parce que les militaires et même tous des hommes en tenue sont là pour nous protéger. Autant nous disons tout simplement que c'est une guerre inutile. Justement, c'est un peu le regard qui vous est, qui vous est reproché. Ouais. Vous dites que la commission doit être impartiale, elle doit défendre les plus faibles. Ouais. Mais est-ce que cela suscite forcément de dire qu'il faut absolument toujours, je ne veux pas dire vilipender, mais toujours se mettre contre le pouvoir, se positionner comme un contre-pouvoir, et vous savez que c'est un peu ce qui est reproché au REDAC de dire tout le temps, vous avez pris un exemple tout à l'heure, lorsque les militaires par exemple sont tués, on ne vous entend pas, ou du moins pas avec la même verve je suis pas sûr. Que lorsque les civils le sont. Cette semaine par exemple, il y a eu un policier encore malheureusement assassiné à Bamenda, on n'a pas encore entendu des organisations de défense des droits de l'homme, c'est du moins le reproche qui vous est assez souvent fait. D'abord, les organisations de défense des droits de l'homme sont le contre-pouvoir. Ce n'est pas un accompagnement du pouvoir, ni un partenaire de pouvoir. Nous ne sommes pas un parti politique qui peut-être est rallié ou alors a des accointances ou alors est à l'opposition du pouvoir. Ce n'est pas le rôle. Nous ne sommes ni à l'opposition du pouvoir, ni son allié. Nous sommes un contre-pouvoir parce que nous contrôlons ce que le gouvernement, bien l'État, a librement pris comme décision, c'est-à-dire qu'il a ratifié des conventions internationales, c'est-à-dire que le Cameroun est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, notre fonction, c'est de contrôler pour lui rappeler tout le temps que vous avez l'obligation, de par votre posture, n'est-ce pas, de respecter cela. Donc, c'est en cela que nous sommes le contre-pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces procès de mauvais goût dans notre pays, ce n'est que dans notre pays que j'entends ces procès de mauvais goût. C'est-à-dire qu'on voudrait que le REDAC dise exactement ce qu'on veut qu'il dise. On ne peut pas faire croire que c'est là qu'ici. Je veux dire que c'est l'actualité qui nous rattrape, par exemple. Comparaison n'est pas raison aux États-Unis. Aux États-Unis, Fatou Bensouda est poursuivie, ou du moins interdite, d'un ensemble d'activités sur le sol américain, simplement parce qu'elle menace de poursuivre, par exemple, l'armée américaine. C'est de bonne guerre. Voilà. C'est de bonne guerre. Ça, c'est de bonne guerre. Si l'État du Cameroun pense que si on l'amène demain ou après-demain devant la CPI et qu'ils ont la capacité, oui, parce qu'il faut aussi avoir la capacité, le tout n'est pas de dire je vais, mais il faut avoir la capacité de rompre, mais vous rompez cette bonne guerre. Je parle du procès, du mauvais procès, ou de procès en sorcellerie qui est toujours fait au REDAC, enfin, ou alors d'autres organisations de défense des droits humains. De toutes les façons, il n'y a pas que le REDAC. C'est que des gens veulent qu'on dise des choses
comme ils l'entendent et comme le prétendent. Alors, ils le veulent pourquoi? Parce qu'ils trouvent d'intérêt là-dedans. J'ajoute ici que lorsque nous travaillons de concert avec les agents, avec les forces de défense, pour par exemple localiser un de leurs membres qui a été enlevé, on ne le dit pas non plus. Vous voulez chaque fois qu'on a travaillé pour régler un problème, qu'on vient le dire sur les plages. Justement, c'est peut-être cette inégalité dans la communication qui vous est reprochée. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il y a des sujets, sur lesquels on a fait ce qu'on a à faire, on a transmis à qui de droit et on peut se taire. Il y a des sujets, lorsqu'on monte au créneau, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont voulu, n'est-ce pas, ne veulent pas faire sortir la vérité. En ce moment-là, nous avons l'obligation de dire, ça fait peut-être 1 semaine, 2 semaines que nous vous avons dit ceci, vous n'avez rien fait. Donc voilà, il faut que les gens sachent. Et donc, c'est pas une question de communication, mais c'est une question de à quel moment on doit dire quoi. Voilà. Et puis, il faut que les gens arrêtent. On ne va pas nous dire ce que nous devons, à quel moment nous devons sortir. Pour le cas d'espèce, nous avons déjà dit ça, que c'est... Et puis, on ne va pas à chaque mort sortir. Depuis Garbour, vous ne nous avez pas entendu. Mais Garbour, parce que c'était quand même un massacre, c'était global. Après ça, il y a quand même eu des bébés de Mouyouka, il y a eu ceci, il y a eu cela. Même au nord, à l'extrême nord, vous n'avez pas entendu. Donc, on ne va pas sortir, on ne va pas faire un chantage à une organisation parce que on veut tenir en haleine, n'est-ce pas, les populations pour leur faire croire que ces organisations, ce sont des déstabilisateurs. Non, non, on dit qu'il y a un problème sérieux et qui est au nord-ouest, sud-ouest. Il faut le résoudre, on peut le résoudre autrement. C'est une guerre qui peut finir. Alors, Bamenda, pour voir ce qui s'est passé mardi, avec cette situation qui a connu un regain de tension, des tirs en pleine ville de Bamenda, un policier mort, et c'est derrière ce reportage. Des sources indiquent que des tirs sporadiques ont été entendus ce 2 septembre 2020 au lieu du City Chemist, à proximité de Small Mancon, quartier où l'inspecteur de police a été abattu par des combattants séparatistes ce 1er septembre 2020. Après les tirs nourris de la veille entre l'armée et les sécessionnistes, certains habitants de la capitale régionale du Nord-Ouest ont choisi ce jour de rester enfermés dans leur domicile. Bamenda a connu une journée du mardi très agitée. Des bruits d'une fusillade ont été entendus pendant une bonne partie de la journée. Une situation qui a terrorisé les habitants de la ville au lendemain de la journée du lundi, la traditionnelle journée de ville morte imposée par les groupes séparatistes. Les commerces et autres échoppes qui avaient ouvert en matinée ont rapidement dû refermer. Les populations ont été contraintes de rentrer à la maison. D'autres, particulièrement des commerçants, ont trouvé refuge au quartier général du groupement mobile d'intervention numéro 6 de Bamenda. Sur ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des hommes et des femmes assis à même le sol et apeurés. Tout serait parti de l'attaque d'une patrouille de la police par des combattants séparatistes. Un inspecteur de police, affectueusement appelé Petit Bicolo, a été tué. Les éléments des forces de sécurité ont alors riposté, ce qui a déclenché un affrontement entre les deux camps. Il faut dire que la situation est restée tendue donc mardi et mercredi. Dans la foulée, le gouverneur de la région du Nord-Ouest a pris un arrêté suspendant la circulation des mototaxis dans certaines zones. Et ce dimanche, l'armée camerounaise annonce la neutralisation d'un chef séparatiste, le nommé Fontaine, alias MacDoc, qui avait réussi, disent-ils, une opération de braquage d'une banque à Bamenda. Cette nuit donc, Fontaine, alias MacDoc, s'apprêtait, selon ce que nous avons appris, à attaquer une patrouille de la police. Il a été pris de revers par les forces de défense qui ont donc permis sa neutralisation. Les forces de défense et de sécurité ont récupéré un AK-47, 2 boîtes chargeurs, 5 cartes d'identité, 124 munitions,
Un pistolet automatique, 6 grenades offensives, 2 téléphones cellulaires, un téléphone satellitaire, un modem, Wi-Fi, une paire de jumelles de vision nocturne, une paire d'écouteurs et d'importantes quantités de chanvre indien, selon ce que nous avons donc appris tôt ce matin. Pour ressortir en termes de reportage de cette question, avant les commentaires tout à l'heure de l'invité, regardons également cette mobilisation des femmes. Les femmes en ont marre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et n'ont pas manqué de le faire entendre. Elles se sont donc mobilisées pour crier, pour lancer leurs cris de douleur. Suivez plutôt. Florence Ayafor, Achini Comfort Thomasan, Mbatrichor, 3 jeunes Camerounaises ayant connu une fin tragique, brutalement assassinées au nord-ouest, région en proie à une crise sécuritaire. Comme ces 3 victimes, des centaines de femmes ont été mortellement agressées depuis le début de la crise en 2016. Leader d'un mouvement de femmes meurtries, la vice-présidente du Sénat et ses camarades expriment leur ras-le-bol. La force des hommes ne doit pas se mesurer sur les femmes. Les femmes donnent la vie, la femme porte le bébé pendant 9 mois, c'est elle qui va au champ, c'est elle qui... Il y en a qui ne sont même pas allés à l'école parce qu'ils instruisent leurs frères, ils instruisent leurs enfants. Alors c'est immoral, c'est cruel, c'est criminel. Il me manque de mots pour traiter tous ces hommes, tous ces jeunes gens qui s'acharnent sur les femmes. Ce 1er septembre, elles ont rencontré la ministre en charge de la promotion de la femme et de la famille pour lui soumettre leurs doléances afin de mettre un terme aux violences dont les femmes et les enfants sont victimes au Nozo. Je supplie les Camerounais de laisser les femmes tranquilles, de respecter la femme. La femme donne la vie, la femme est la mère. Vêtues en noir en hommage aux femmes décédées, elles ont invité les différentes parties prenantes à mettre un terme aux violences dans le Nozo pour un retour de la paix dans ces 2 régions. Une invite à la paix, une invite au dialogue. C'est un appel qui vous interpelle, Maximilienne Gombier? Dans le fond, bien sûr, mais ce qui me dérange, c'est que le reportage montre très bien que c'est des femmes du Sénat, des députés. Elles sont pas moins femmes. Non, c'est pas de ça. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. J'ajoute que j'espère que quand elles ont fait ça, elles n'ont pas eu besoin, n'est-ce pas, d'une déclaration de manifestation. Et que les autres femmes qui en ont besoin aussi au nord-ouest et sud-ouest et d'autres pourront faire ces manifestations-là pour exprimer, n'est-ce pas, le ras-le-bol. Parce qu'effectivement, nous avons dit ça, que quand on commence à toucher, et ça vient tard, il faut que je leur dise ça. Quand la première dame gendarme a été décapitée, nous, des femmes, leaders, n'est-ce pas, des associations, il y a même le task force au niveau de Bamenda qui avait organisé toute une marche. On n'a pas vu ces députés-là auprès de nous. Il faut, les députés, laissez-moi aller jusqu'au... Les députés de la nation, y compris des femmes, sont des députés de la nation. Donc quand elles veulent faire un mouvement comme celui-là, elles ont quand même l'obligation, en tant qu'élus de la nation, de mettre toutes les femmes ensemble. Elles ne peuvent pas se considérer comme un privilège, n'est-ce pas, des femmes. Ça, je trouve que c'est... Et c'est ça qui est un peu difficile dans notre pays, où on voit bien les élus de la nation qui se comportent comme s'ils n'avaient pas un mandat de la nation et qu'ils peuvent faire des petites choses entre elles. Encore que j'ajoute que quand j'ai regardé un peu, je n'ai pas tout vu, mais je doute fort qu'il y avait des femmes, n'est-ce pas, des autres partis d'opposition. Là, on voyait très bien que... Je veux dire, est-ce que l'émotion doit être sélective? Vous semblez reprendre ces dames alors qu'elles expriment leur douleur. Non, je ne reprends pas les dames. J'ai dit que dans le fond, c'est louable. Mais je dis... Les députés de la nation femmes doivent se considérer comme celles qui doivent, n'est-ce pas, porter, n'est-ce pas, les revendications avec toutes les autres femmes. C'est-à-dire que nous voulons faire comprendre aux hommes qui sont en conflit, parce que ces conflits-là, c'est entre les hommes, que nos enfants et les femmes ne peuvent pas être des cibles. Et vous avez vu
même en regardant, n'est-ce pas, seulement ils ont mis 3 femmes. C'est normal. C'est-à-dire que Ayafor et la dernière, et puis mais il y en a au moins 10 ou 15. Donc si elles s'étaient approchées, n'est-ce pas, pour qu'on organise quelque chose, effectivement, qui est louable, on aurait fait un tableau au moins de 20 ou 50 femmes pour démontrer notre capacité à ne pas rentrer dans les clivages du gouvernement, parce que les trois visages qui sont là, c'est ça que le gouvernement brandit tout le temps pour nous démontrer que, ben voilà, on a fait ceci, les Oiseaux n'ont rien fait. Il y a d'autres femmes qui sont mortes, qui ont été assassinées par des bavures policières et autres. Donc il faut que toutes ces femmes-là qui sont mortes à cause de cette guerre-là, quelle que soit, n'est-ce pas, la partie qui a tué, il faut que ces femmes, qu'on dénonce ça solennellement. Ce qui gêne un peu vos profondeurs, si je peux le dire comme ça, même si vous n'êtes pas forcément en situation d'ennemi ou d'amitié avec les autres organisations, c'est de dire que ce discours mitigé, je veux dire que le Cameroun n'a pas demandé cette guerre. Le Cameroun fait certainement tout, du moins c'est ce que le gouvernement et l'armée affirment, pour ramener la paix. Mais en même temps, pendant qu'eux, ils font des efforts, il y a des leaders, des personnes qui ont la parole, qui ont de l'aura, comme vous, qui tentent tout le temps à soit condamner, soit minimiser, je ne veux pas non plus être péjoratif, soit mépriser les actions qui sont menées. Et ça donne l'impression justement que le discours de condamnation, qui est dans une situation de guerre, qui doit être unanime, qui doit fédérer, n'est pas audible. Non, du tout. D'abord, on ne peut pas minimiser la guerre. Maintenant, quand on dit que le Cameroun n'a pas demandé cette guerre n'est pas une guerre étrangère. Hein? J'entends des gens dire oui, c'est une histoire qui nous est venue de... Cette guerre n'est pas une guerre étrangère. Même s'il y a des ramifications historiques, n'est-ce pas, qui peuvent nous amener dans des développements coloniaux et autres. Mais restons ce que nous avons vécu là en direct. Donc, c'est une guerre fratricide. Et quand une guerre fratricide atteint des proportions telles qu'on est en ce moment, on est dans une étape où, si on ne fait pas attention, c'est le chaos total. Et le tout n'est pas de dire, il semble que vous minimisez. Le tout, c'est de faire une analyse froide. Et c'est ça qui dérange. C'est-à-dire que, au lieu de faire l'analyse froide pour dire que est-ce que depuis que nous avons déployé, parce que c'est de ça qu'il est question, depuis 2016 que nous avons, 2017, ou alors 2016 quand on a même commencé à arrêter, hein, n'est-ce pas, depuis qu'on arrête des gens qui vont en prison, depuis que nous avons déployé les militaires, et qu'est-ce que nous avons gagné? C'est une analyse froide. Parce que c'est une guerre fratricide. Elle n'est pas la même guerre comme celle qui est avec Boko Haram. Donc, tant que nous n'avons pas, l'État, le gouvernement, y compris nous n'avons pas fait cette analyse froide, on peut toujours surfer sur ceux qui sont des ennemis et ceux qui sont des amis. Qu'est-ce que nous avons gagné en termes de récupération de notre territoire, en termes de paix par rapport à ces deux régions et en termes de stabilité? Nous avons gagné quoi? Tout le monde est conscient qu'il y a la recrudescence. À l'époque, quand vous parliez de recrudescence, vous disiez que vous amplifiez. Aujourd'hui, je me réjouis, ou nous nous réjouissons, d'entendre quand même que quand le gouvernement ou même d'autres personnalités, quand ils prennent la parole, disent la recrudescence, n'est-ce pas, de la violence. Donc, vous voyez très bien qu'au moment où on parlait de recrudescence, il y a la recrudescence. Mais ce même gouvernement ne semble pas. Dit également qu'en réalité, ce que vous appelez analyse froide, c'est ces arguments que vous envoyez à vos partenaires pour davantage avoir de soutien financier, soutien matériel pour vous déployer. Il semblerait que la dénonciation, qui est l'une de vos stratégies,
est un positionnement qui a des retombées lucratives. Ça, c'est un disque rayé. Je ne commenterai plus là. On ne commentez pas les commentaires. Non, surtout pas de quartier. Si ça leur plaît tout le temps, si ça peut leur faire être contents, quand ils ont dit ça, très bien. Je ne commenterai pas des commentaires du quartier. Nous restons dans ce qui est clair. Est-ce que on a fait une analyse froide? Est-ce que nous avons retrouvé la sérénité, la stabilité, la paix et la sûreté de ces deux régions? Mais dans y compris ici, je dis non. Dans l'analyse froide. Bon, le reste, comme on dit, ceux qui accusent, qui vont apporter des preuves. Dans l'analyse froide, vos condamnations vis-à-vis du gouvernement sont connues. Vous les avez suffisamment et très souvent martelées. Quelles sont les condamnations que vous faites vis-à-vis des séparatistes? D'abord, ce n'est pas des condamnations que nous faisons vis-à-vis du gouvernement. Je voudrais vous rappeler, monsieur Dipita Tongo, que à chaque fois que le REDAC est sorti et que les ministres ont voulu, n'est-ce pas, brûler le message, la réplique est venue de leur chef. Il faut que ce soit clair. Parce que par le président de la République. Oui, il faut que ce soit... Ça m'a échappé des exemples? Bien entendu. Magdemé doublé. Ça vous rappelle quelque chose? C'était le premier baptême de pèlerinage. Vous vous rappelez que M. Sachiroma, à l'époque, on avait dit qu'il faudrait même qu'on brûle le REDAC. Vous vous rappelez que ma photo avait fait le tour d'un média que je ne retirerai pas ici. Je ne vais pas faire la promotion de quelque chose pour moi qui n'existe pas. Et vous avez vu que quelques temps après, c'est le chef de l'État qui a dit oui, c'est vrai. Et va redire que c'est vrai, il y a le ministre qui est aujourd'hui en prison qui était tombé. On l'a changé du ministre de la Défense à ministre du Transport. Il y a le colonel Zé qui était tombé. Et voilà, certains qui avaient été arrêtés. Deuxième exemple, c'était les deux bébés et les deux femmes. On a dit au Mali, après c'était... Voilà, tout ça là, c'était... Le disque était aussi que bon, c'est des rapports mensongers, parce qu'ils vont avoir de l'argent, parce que... Non, c'est pour ça que j'ai dit c'est rayé. Et quelques temps après, c'est encore de là que c'est venu. Garbour, c'était pareil. Donc je vous prends seulement ces trois exemples qui ont fait à ce que les gens fassent des rapports pour dire que c'est parce qu'on veut faire ça pour se faire voir. Mais sauf que chaque fois, ils s'embourbent et c'est leur chef qui les remet à l'ordre en leur disant c'est comme ça. C'est la vérité. La vérité, monsieur député, la vérité, quel que soit lambda, elle se sait. Donc il n'y a pas de raison, c'est pas la peine de cumer des plateaux de télévision pour des mensonges, même des mensonges de mauvais goût, et penser que c'est ça qui est la vérité. Alors à ce jour, quels sont quelques griefs que vous, le REDAC, et peut-être d'autres organisations qui travaillent en coordination avec vous, on sait qu'il y en a beaucoup, bien sûr, vous faites vis-à-vis des séparatistes armés qui ont pris les armes? D'abord, il faut aussi que les gens restent calmes. Les séparatistes, aujourd'hui, la situation au nord-ouest, sud-ouest est compliquée et complexe. Il y a encore peut-être 2 ou 3 ans, il n'y avait que les séparatistes. Tout le monde est unanime aujourd'hui que les groupes armés se sont formés, les bandits se sont formés. Certains vous kidnappent parce qu'ils veulent les rançons, d'autres ministres. Donc, c'est un melting pot aujourd'hui. Hein? Et c'est normal que de bonne guerre, dès que quelqu'un est mort, on dit séparatistes parce que c'est les premiers qui étaient en guerre. Aujourd'hui, on ne sait plus qui tue qui au niveau du nord-ouest, sud-ouest. Ça, c'est la vérité. Maintenant, nous avons clairement dit depuis que les séparatistes, aucune revendication légitime ne peut, n'est-ce pas, donner l'occasion de tuer, n'est-ce pas, des civils. On l'a dit. Aucune revendication légitime ne peut, n'est-ce pas, vous donner le pouvoir de tuer, de ôter la vie. Quand on l'a dit, nous n'avons pas le schéma des séparatistes. On l'a toujours martelé, et je vais le dire une fois pour toutes, et je ne reviendrai jamais là-dessus, que l'État du Cameroun est le seul responsable du territoire et des biens et des personnes au Cameroun. C'est clair, de par son engagement
devant des institutions internationales et régionales, et même la constitution camerounaise. Maintenant, ce procès aussi, comme je le dis, qui est toujours fait en disant, vous mettez les séparatistes et autres, à moins qu'on ne veuille que nous rentrons dans un état, ou alors dans l'anarchie, alors à ce moment, que ces gens-là, qui veulent qu'on... Nous refusons d'entrer là-dedans, et ceux qui veulent qu'on y entre, qu'ils motivent pourquoi ils veulent tout le temps que nous soyons en même temps en train de mettre, n'est-ce pas, l'État et les séparatistes qui ont un État virtuel au même pied d'égalité. Quelle est leur motivation? Pourquoi ils nous incitent à rentrer dans ce genre de combat qui n'est rien qu'un combat de fou? C'est comme si vous étiez dans votre maison, un bandit rentre, on vous dit mais pourquoi vous n'avez pas fait à ce que de l'eau coule sur le bandit? C'est vraiment, moi j'ai jamais compris la motivation. Maintenant, je voudrais bien qu'on motive pourquoi on voudrait absolument que l'État du Cameroun et les séparatistes soient, n'est-ce pas, sur le même pied d'égalité lorsqu'on parle des droits de l'homme. Une fois qu'on a dit qu'aucune revendication ne peut, n'est-ce pas, amener quelqu'un à tuer un civil, ce que nous disons, c'est que comme c'est une guerre fratricide, entre les frères, les gens doivent se parler. Il n'y a rien qui dépasse, n'est-ce pas, quand vous parlez. D'accord. Parlons politique. Oui. On était sur les questions sécuritaires surtout. Oui. Et ces décrets du président de la République qui n'en finissent pas de susciter des réactions. Vous le savez, le président a signé un ensemble de textes qui évidemment structurent les futures élections régionales avec la répartition des sièges pour les personnalités ou les instances qui sont appelées dans les prochains jours, du moins lorsque le corps électoral sera convoqué à s'exprimer, à faire leur choix. Dans la foulée donc, ces textes interviennent au lendemain d'une menace supplémentaire du président du MRC, Maurice Kamto, qui a dit qu'il n'y aura pas d'élection au Cameroun sans qu'il n'y ait eu fin de la guerre, sans qu'il n'y ait eu fin de la guerre dans le Nosso ou encore sans que le code électoral ne soit revu. Derrière, nous avons essayé de tendre le micro à Elvis Ngolengole, qui, comme vous le savez, cadre du MRC. Suivez plutôt. Le lundi 24 août 2020, à Yaoundé, au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto donne une conférence de presse. Lors de l'échange avec les hommes des médias, il estime que Yaoundé ne peut pas organiser les élections régionales sans la pacification des régions anglophones. Il menace d'ailleurs de demander au peuple de descendre dans la rue si sa doléance n'est pas prise en compte. J'annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégale et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des deux exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir. À peine 8 jours plus tard, soit ce 2 août 2020, le président de la République, Paul Biya, précise l'agenda politique de la République. Le décret du locataire d'Etoudi montre que ces élections auront lieu dans un futur proche. Pour le parti au pouvoir, c'est aussi un signe que, malgré la menace de Maurice Kamto, la force de l'expérience Paul Biya organisera ces élections régionales. Celui qui est contre ces élections régionales est contre la décentralisation du Cameroun. Celui qui est contre ces élections régionales est contre la constitution du Cameroun. Celui qui est contre les élections régionales est contre les attentes, la volonté collective des Camerounais en général et des Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest en particulier. Puisque pour que le statut spécial soit effectif et pour que sa signification soit sentie de manière réelle, il faut que les régions soient mises en place. Les élections régionales pourraient se tenir en octobre 2020. C'est du moins ce que prétendent certaines figures politiques qui attendent la convocation du collège électoral en août par le président de la République. Évidemment, en cadre du RDPC, le parti au pouvoir, vous dites comme certains qu'il s'agit d'une surenchère. Maurice Kamto est-il en capacité d'empêcher qu'une élection présidentielle, voire du moins qu'une élection se déroule au Cameroun,
d'autant plus qu'il n'a pas forcément les acteurs concernés par ces élections-là. Avant de répondre sur la sortie de Maurice Kamto, je voudrais quand même dire que je suis toujours embêtée de voir que l'intérêt supérieur est toujours minimisé. Hein, les gens mettent l'intérêt soit personnel ou bien les intérêts égoïstes. Je vous rappelle, monsieur Dipita, que les chefs traditionnels au nord-ouest, sud-ouest, pour la plupart, parce que nous, on tient des réunions avec eux. Je venais de vous dire qu'on a tenu un dialogue intercommunautaire à Buea, le 21 août. Ils ne sont pas prêts à rentrer, n'est-ce pas, dans les zones du nord-ouest, sud-ouest. Le professeur Ngolé le sait. Ils l'ont dit même devant, le jour-là, à ce dialogue intercommunautaire, que c'est très beau de dire qu'ils sont les chefs traditionnels, mais il n'y a aucune sécurité pour les... Donc ils ne savent pas comment il faut rentrer. Donc quand on a dit ça, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le Cameroun, ce n'est pas parce que la Constitution n'existe pas. Nous ne pouvons pas, chaque fois qu'il y a des problèmes sérieux, aller convoquer des textes que tout le monde sait que ce sont des textes, mais en réalité, il y a quand même des problèmes sur le terrain. Même dire là que c'est ne pas aimer les populations nord-ouest, sud-ouest. On a fait les élections législatives au nord-ouest, sud-ouest. On a dit que ça ne s'est pas bien passé. On a recommencé. Et même quand ça a recommencé, on a bien dit que ce n'était pas clair. Comment on peut, à partir de cette expérience, venir dire que la personne qui ne veut pas des élections aujourd'hui, c'est parce qu'il n'aime pas le Cameroun ou bien n'aime pas les populations nord-ouest sud. C'est une contradiction totale. Mais bon, on est habitué, on n'est pas à une contradiction près de tous ces professeurs-là, vraiment, et tous ces docteurs-là qui commencent à bien faire. Maintenant, la sortie du professeur Maurice Kamto, j'ai dit, et je répète, la liberté d'opinion, la liberté d'association, la liberté de manifestation, ce sont les libertés fondamentales. C'est un leader d'opinion. C'est le deuxième challenger du président Paul Biya. Le deuxième à l'élection présidentielle, oui, le premier challenger. Oui. Et c'est le premier challenger, pardon. Et c'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit, même comme lui, il continue à revendiquer sa victoire. Et j'ai dit, pour avoir été dans des pays comme la RDC, où le challenger de Tshisekedi continue à faire des meetings aujourd'hui en RDC, où il dit qu'il est victorieux. Si, même il y a 2 semaines, il a fait un giga meeting. Et Tshisekedi a envoyé juste les forces de sécurité pour encadrer la manifestation. Et il a dit que le peuple de RDC, tenez-vous prêts parce que c'est notre victoire. À aucun moment j'ai vu ce rendam. Il faut que des gens qui se battent pour eux-mêmes aujourd'hui au niveau du système laissent, n'est-ce pas, laissent les populations tranquilles et qu'ils ne passent pas leur temps à les manipuler. Le professeur Kamto est dans son droit en tant que leader politique de dire que l'élection présidentielle, les élections qui viennent là, lui, si ça ne se passe pas comment, il a une opinion, il a un électorat. S'il fait descendre des gens dans la rue pour manifester, il a dit 2 choses. Est-ce que ces 2 choses-là sont... C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne fait pas d'analyse froide. Est-ce que les questions que le professeur Maurice Kamto pose ne sont pas des questions vraies? On peut me dire aujourd'hui que la situation au nord-ouest, sud-ouest est sous contrôle, alors que tout le monde parle de la recrudescence de violence. Peut-on me dire aujourd'hui que le code électoral garantit, n'est-ce pas, à ceux qui veulent concourir au suffrage la capacité d'y aller tranquillement? Tout le monde sait que c'est non. Sur vos plateaux télé, on en parle tous les jours. Donc poser ça, ce n'est pas une invention. Maintenant, il peut ajouter sa touche d'un parti politique.
son temps, sa liberté de temps. Ce qui m'a embêté, c'est que j'ai écouté, j'ai réécouté, j'ai jamais vu où est-ce que... Parce que maintenant, on a mis dans l'imaginaire populaire qu'il y a une insurrection qui se prépare en allant chercher des définitions d'insurrection pour, n'est-ce pas, embrouiller tout le peuple camerounais. Pour le REDAC, nous allons surveiller de très près que tous ceux qui veulent manifester pacifiquement, que ces libertés-là soient respectées. C'est tout ce que nous disons. Et nous ne pouvons pas comprendre que dès que un parti politique ou d'autres partis politiques, parce qu'il n'est pas le seul qui, aujourd'hui, j'ai vu que le SDF a dit pareil. Avant, le CPP avait boycotté les élections présidentielles, vous le savez, parce que il fallait résoudre le problème du Nord-Ouest, le code électoral. L'UPS-Manidem avait... Donc, c'est un peu une invention. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention. Donc, on ne peut pas s'acharner sur le professeur Maurice Kamto, alors qu'on sait que beaucoup d'autres partis l'ont dit depuis. Alors, ça veut dire qu'il y a un autre problème. Alors, il vaut mieux que des gens posent des problèmes clairs, s'ils les ont, mais qu'ils ne manipulent pas toute une opinion pour des raisons inavouées, que seuls eux savent. Avant peut-être de parler des revendications qu'on a observées cette semaine du côté de Bolaberium sur l'éducation, avec ces questions de fraude à l'examen au baccalauréat, 5 personnes interpellées, des enseignants, des élèves, un jeune de 18 ans, déjà incarcéré, du moins en détention préventive du côté de Kondengui. Pendant ce temps, le MINESEC également a pris des dispositions administratives pour ces 3 cadres concernés. Vous, quelle analyse faites-vous de cette autre actualité? Il faut dire que c'est la tricherie qui développe la corruption et tout ce que vous voulez. Donc le REDAC prône l'éthique, ça c'est clair. Il ne faut pas croire que nous pouvons être pour la tricherie, parce que c'est ça qui fait aujourd'hui que nous sommes embourbés dans des situations de malgouvernance, de corruption, de tout ce que vous voulez. Quand je l'ai dit, il faut quand même dire qu'il doit avoir un réseau qui doit être démantelé et qui doit répondre de leurs actes. C'est la première chose. La deuxième chose, un jeune de 18 ans, on connaît son domicile, n'a pas sa raison d'être à la prison de Kondengui. Si les informations que nous avons glanées sont vraies, c'est qu'il a juste, il a vu un truc qui passait et il a distribué ça dans un groupe WhatsApp. Donc il n'est ni de près, ni de loin, quelqu'un même par complicité. Voilà, même par complicité. Sauf que s'il voulait, je pousse l'analyse, s'il voulait passer seul, il allait cacher. Donc probablement par naïveté aussi, il a dit bon, pourquoi pas peut-être. Est-ce qu'il savait même que c'était vrai? Parce que est-ce qu'il savait même que c'était vrai? C'est des questions qu'il faut poser. Donc je pense vraiment que la justice ou alors le procureur qui a fait ça par un coup de tête, je ne sais pas quoi, va rapidement faire sortir. Justement, sur autant de questions, pourquoi faire un procès d'intention à cette justice qui semble être les pieds dans le plat pour effectivement... Non, parce que d'autant plus qu'il y a des soupçons, du moins, de vente d'épreuves, de fraude à l'examen. S'il y a des soupçons de vente de preuves, justement, il faut qu'on sache où l'épreuve est sortie d'où. Ça ne peut que sortir de l'office de baccalauréat. L'épreuve ne peut pas sortir de la main de ce jeune homme-là, de cet adolescent, c'est même pas un jeune homme. Et si, n'est-ce pas, il a des parents, s'il a une famille, on le met là et chaque fois il pourra, n'est-ce pas, en toute liberté répondre. Et cette justice-là aussi, je vais le dire 2 mots à ces procureurs-là et à ces magistrats-là, n'est-ce pas, 2 poids 2 mesures. Nous avons quand même vu la jeune Lydienne là qu'on a enterrée avec le sous-préfet aujourd'hui comparait librement. Si le sous-préfet on dit que c'est la présomption d'innocence puisqu'il dit qu'il était en train de suer son âme. Voilà, je reste là sur les faits. Moi, je ne suis pas des gens qui vont chercher des... Et donc, cet adolescent-là, qui ne travaille pas à l'office de bac et qui a distribué une épreuve, on ne sait même pas s'il savait que c'est vrai. La première comparution, on l'envoie à Kondengui.
Là où c'est une prison infeste, qu'est-ce qu'on veut? Quel est le message qu'on veut, n'est-ce pas? Parce que quand vous faites ça, il faut avoir peut-être un message dissuasif. Est-ce que c'est un message dissuasif par rapport à un adolescent? Je dis non. On pouvait le garder chez lui, il comparait, et on pouvait même lui faire d'autres... Il y a d'autres formes, n'est-ce pas, de punition que de le mettre... Quand il va sortir de là, peut-être il va se radicaliser et on va en créer un autre phénomène, n'est-ce pas, au niveau national. On suivra tout cela et évidemment on espère qu'avoir votre réaction. En tout cas, pour le rédac, vous allez condamner. Il faut le libérer. Non, notre rôle n'est pas de condamner. Notre rôle, c'est de faire à ce que, n'est-ce pas, il y ait la justice sociale. Revendication et la sécurité humaine. Des autorités traditionnelles et de leur recours du côté de Bonassama, c'est ici à Douala. Le dilemme est parti évidemment d'une incompréhension d'un texte de sous-préfet qui a évidemment suscité la marche qu'on a observée ici à Douala. C'était vendredi, suivez plutôt. Dans les rangs et en chant, le peuple Bonassama dans le 4e arrondissement de Douala crie sa colère. Dis à tant qu'il a un chef de village dans son village. Il a un village. Ici c'est Bonassama. Il y a le chef à Bonassama. Le mécontentement tire son origine d'un arrêté préfectoral qui fait d'un allogène, habitant du canton, un chef traditionnel de 3e degré. Les enfants de Bonassama sont fâchés. Ils ne sont pas contents. Ils sont très fâchés du fait que le préfet du Gouri ait pris en lui la responsabilité de monter un simple habitant du village de Desseke au nom de Tanko Amadou Camille au degré d'un chef du 3e degré, au même titre que notre cher chef traditionnel du village de Bonassama. D'une même voix, en cette matinée du 4 septembre 2020, ils sont allés dire leur courroux à l'administration représentée ici par le sous-préfet de Douala 4e. Des échanges qui ont permis un apaisement des cœurs. Le préfet a agi en conformité de textes qui avaient été pris dans leur cap. Monsieur le sous-préfet, c'est ça qu'il est question. Vraiment, il faut qu'on se comprenne et c'est beaucoup plus très indiqué un groupe de personnes représentant une communauté viennent nous rencontrer, on débat. Que d'aller susciter les mamans et autres. S'il y avait autre chose à faire un jour, ces discussions se poursuivront entre les deux parties. Mais déjà, les enfants du canton Bonassama promettent de poursuivre les revendications s'ils ne sont pas satisfaits. Un mot sur... Oui, je tiens d'abord à dire que nous sommes pour la liberté de manifestation. Et c'est bien. C'est ça qu'il faut faire. Il faut laisser des gens exprimer ce qu'ils ressentent. Donc, sur le principe. Donc, je voudrais simplement dire que la prochaine fois que d'autres vont manifester, juste peut-être même pour dire que non, ne touche pas à mon urne, qu'il y aurait la même capacité, n'est-ce pas, d'accompagner et pas de réprimer. Donc je note ça, parce qu'il faut que les Camerounais notent ça. La deuxième chose, c'est que nous avons dit à l'époque ici que la question de autochtones halogènes, ça va nous amener très loin. Ça, c'est entretenu par l'État. Et quand ils faisaient ça, ils croyaient que certains seront épargnés. Nous sommes en plein là ensemble. C'est pour cela qu'il faut faire attention de ne pas, n'est-ce pas, lorsque vous pensez que vous avez le pouvoir, que vous avez la force, n'est-ce pas, de toujours faire à ce que des populations vous suivent ou alors vous parlez au nom des populations, vous faites tout au nom des populations. Je pense que nous sommes en plein là et j'espère que ça va se régler autrement. Il nous reste un moins de 5 minutes. Un mot sur les inondations qu'on observe depuis quelques jours déjà. Le 21, c'était Douala, le 21 août. Ces 2-3 dernières semaines, on a pu voir qu'à l'extrême nord, Marois, Mora, c'est complètement les inondations qui ont d'ailleurs pratiquement littéralement enseveli quelques localités. D'abord, il faut dire que l'État doit faire un effort, n'est-ce pas, de prévenir les inondations et toutes les catastrophes. Maintenant, moi, ce qui m'a gêné dans ces inondations, c'est qu'on a vu
le ministre, par exemple, si à Douala, le ministre de l'administration territoriale, partir, M. Paul Tangandi, partir de Yaoundé avec tout un cortège pour venir donner 200 matelas et pour dire que c'est un don du chef de l'État. 200 matelas, quand vous regardez tout le cortège qui accompagne le ministre, vous regardez les réceptions, vous regardez le carburant et autres, mais cet argent-là peut drainer un quartier. Le droit à une vie décente n'est pas à donner un matelas à quelqu'un qui est sinistré. C'est de faire tout pour que ça ne se reproduise pas. Pour chuter, j'ai vu que 7 ministres sont allés, 7 ministres de la République. Donc, ils ne font pas confiance. Dans un ministère, il y a un service technique qui s'occupe seulement des catastrophes, et il y a les délégués régionaux dans des localités. Donc, tout ce qu'ils nous racontent là, que bon, on est dans la décentralisation en plein, donc ça nous montre une fois de plus que c'est du bluff. Ils nous racontent des histoires, parce que pour que cette ministre se déplace de Yaoundé, alors que dans toutes les localités là-bas, ils ont des représentants, et en l'occurrence, il devait seulement le gouvernement ne devrait-il pas se mobiliser lorsqu'il y a une mais c'est le gouvernement, catastrophe? Les délégués régionaux, c'est le gouvernement. Ils devraient envoyer, pour nous, devraient envoyer les délégués régionaux, plus, n'est-ce pas, leurs services compétents. Mais la marge de décision de l'autre délégué régional est-elle supérieure? Non, les services techniques de leur ministère devaient aller sur le terrain, apporter, n'est-ce pas, il est clair que les ministres ont certainement... Ils n'avaient pas besoin d'y aller là. Comment ça? Parce que ce n'était pas... Parce que quand ils n'y vont pas, on dit, voilà, non, le gouvernement qui non, abandonne la population. Je suis désolée, on n'a jamais dit... Quand ils y vont, on dit, ils ne veulent pas y aller. Non, on n'a jamais dit qu'ils y vont, ils ne vont pas. Ce n'est pas la question. La question, c'est que qu'est-ce que les services techniques font dans les ministères s'il y a des catastrophes comme ça et qu'ils ne sont pas déployés sur le terrain, alors qu'ils sont payés par, n'est-ce pas, l'argent de contribuable. Les procureurs de la République, dans toutes les catastrophes qu'on a vécues, les procureurs sont sur le terrain avec les services techniques, avec en l'occurrence les représentants des ministères qui sont, n'est-ce pas, au niveau des régions là-bas, pour, n'est-ce pas, faire le point. Et le procureur de la République devrait dire, n'est-ce pas, aux populations, j'y étais avec les représentants des ministères et autres, voilà, on va revenir vers vous lorsqu'on aura, n'est-ce pas, un dossier technique. Voilà. Et là encore, il fallait, n'est-ce pas, consommer notre argent avec un jet privé de 300 millions qui nous a coûté la Camerco étant dans la mer. 300 millions, voilà. Ce sont des chiffres... 300 millions, c'est la location de je vous laisse aussi, Ethiopian je ne sais pas. Merci infiniment d'être venu ce dimanche. Mais c'est moi. Commenter l'actualité de la semaine. Mais c'est moi. On espère vous avoir assez vite pour d'autres actualités. Avec plaisir. Merci à vous également à la maison. Bonsoir, bonne fin de semaine et bon début de semaine prochaine.